commencer nos travaux. Nous poursuivons l'examen du projet de loi instituant un système universel de retraite. Nous avons examiné 3610 amendements. Il nous reste donc 15 970 amendements à examiner. L'amendement 36 n'est pas défendu. Le prochain non plus. L'autre non plus. Le 184 non plus. 261, 281 non plus. 364 non plus. Alors, nous allons aller directement au 706. Monsieur Daréville, Monsieur Jumel. Monsieur Daréville. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, cet amendement vise à supprimer l'article 16 qui habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, à nouveau, des mesures pour que l'État prenne à sa charge des réductions de cotisations sociales de certaines professions et détermine les modalités de convergence des cotisations de journalistes. Un tel sujet d'intérêt national nécessite un débat serein à nos yeux et approfondi, y compris de la représentation nationale, et non pas une discussion express ou une sorte de concertation dont le gouvernement nous a donné l'habitude depuis 2 ans et demi et dont nous connaissons les insuffisances et la faiblesse. Donc nous, vous le savez, nous nous opposons aux ordonnances, aux 29 ordonnances que vous proposez dans ce texte, et j'en profite également pour vous interroger sur la situation des auteurs liés à l'AGESA. Vous le savez, un certain nombre d'auteurs ont cru cotiser pour leur retraite, et il se trouve que visiblement l'organisme qui était en charge de la collecte de ces cotisations aurait été défaillant, et donc un certain nombre d'entre eux risquent de se retrouver avec des droits à la retraite extrêmement restreints, extrêmement réduits, voire parfois réduit à zéro. Donc je voudrais connaître votre sentiment sur cette situation. Il nous semble qu'elle ne peut pas perdurer en l'état, et que si des erreurs ont été commises, eh bien, il faut y regarder pour que le droit à la retraite de ces artistes-auteurs puisse être garanti. Merci, monsieur. Monsieur le rapporteur. Pardon, il y en a d'autres. On est dans une série d'amendements identiques, excusez-moi. Et le prochain, c'est Madame Rubin. Non, il y en a un avant. Monsieur Juanico, oui, le 2104. Excusez-moi, je me suis trompée. Le 21099, Monsieur Juanico. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je sais bien, nous sommes à l'article 16, mais dimanche matin, dimanche est un jour particulier dans la vie sociale et associative de nos concitoyens. Et nous n'avons pas eu encore un seul mot, ni dans l'étude d'impact non plus, sur les conséquences que pourrait avoir un allongement du départ à la retraite sur la vie associative et sur une possible désaffection des vocations, notamment l'engagement citoyen dans les conseils municipaux, puisque vous le savez, sans les retraités, aujourd'hui, il n'y a pas de vie associative dans notre pays. 40% des retraités sont membres des associations. Le taux de participation culmine entre 60 et 70 ans à 45%, et 50% des présidents d'associations sont des retraités. Le tiers a plus de 65 ans. Or, on sait que, les publications scientifiques le montrent, l'effet bénéfique de cette participation associative pour la santé des retraités eux-mêmes. Or, avec l'augmentation de l'âge de la retraite, il y a eu une baisse de l'engagement, notamment des bénévoles responsables ces 10 dernières années. On est passé de 38 à 31%. Donc, ma question, elle est simple. Avez-vous mesuré très précisément quelles seraient les conséquences de la réforme de vos retraites sur l'engagement des bénévoles retraités dans les associations? Merci. L'amendement suivant, le 92-47, pardon, Madame Rubin. Eh bien oui, donc là, il s'agit donc effectivement d'un amendement de suppression de cet article 16, comme de tous les articles d'ailleurs de cette loi qui finalement nous ramène en 1910, puisqu'avec son âge d'équilibre à 65 ans, on revient plus de 100 ans en arrière. Alors plus spécifiquement, il s'agit d'un article où il est encore question d'ordonnance, et donc nous avons déjà plusieurs fois condamné les ordonnances, et en voilà un exemple. Même s'il s'agit de prendre en charge, même s'il s'agit que l'État prenne en charge
quelques points supplémentaires pour les artistes, etc., etc. Effectivement, il y a un vrai sujet qui existe d'ores et déjà pour toutes ces professions, mais je ne pense pas que ce soit un sujet à traiter par ordonnance dans le cadre de cette loi globale. Merci Madame. Le 92-51, Madame Taurine. Je vous remercie. Donc, effectivement, comme vient de le dire ma collègue, nous nous sommes opposés depuis le début de ce texte au passage par ordonnance, et comme ça a été sur les textes précédents aussi. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Tout d'abord, je me permets de saluer les uns et les autres présents ce matin. Donc, en ce jour justement de dimanche un petit peu particulier, que ce soit. Et je remercie l'implication de ceux qui se mobilisent pour ce sujet qui est, à notre sens, fondamental pour l'avenir des retraités. Et concernant les amendements de suppression de l'article 16, j'y suis évidemment défavorable. C'est un article qui prévoit de neutraliser certains effets du régime par points pour des catégories très particulières de salariés. Et il faut envisager les transitions pour ces catégories-là. Je peux citer notamment les artistes du spectacle, les mannequins, artistes-auteurs, ministres du culte. Donc il y a des transitions particulières sur les taux, il y a des transitions particulières sur les assiettes. Et la voie de l'ordonnance nous semble la plus efficace pour répondre à toutes ces spécificités. Donc défavorable. Monsieur Jumel. Oui, Pierre Daraville en a dit un mot, mais je veux insister. Un artiste dessinateur qui de temps en temps me caricature dans la presse locale, Nicolas Thérin, a attiré mon attention sur la GESA. D'ailleurs, ça a été au cœur du festival d'Angoulême. La GESA ne respecte la réglementation que pour 6% de ses cotisants. Un champ d'application ouvert à tout vent, des artistes auteurs sans droit à la retraite. On est donc bien dans le sujet des cotisations sociales payées sur les recettes et non sur les bénéfices, des contributions diffuseurs à la charge des artistes auteurs. Et semble-t-il, des représentants de l'État qui ont été informés et qui sont complices d'une certaine manière de cette turpitude. Comment pouvons-nous, à la faveur de cette réforme, corriger, prendre en compte, répondre à la désespérance de ces artistes affiliés à la Maison des artistes? J'aimerais, Monsieur le Ministre, si vous en êtes d'accord, ouvrir un dialogue avec vous à ce sujet. Alors, monsieur le rapporteur avait déjà donné son avis. Donc, monsieur le ministre, vous demandiez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bon, un mot sur la GESA. D'abord, monsieur le député Jumel, si on doit souligner le rôle de l'État, c'est plutôt pour dire qu'il a été réactif, y compris sous la mandature précédente. Donc, je ne pense pas qu'on puisse utiliser les mots que vous avez évoqués en disant qu'il aurait été complice de turpitude. Il a plutôt été réactif, et cela même avant que nous soyons nous-mêmes en responsabilité. Donc, il faut à la fois le dire et le reconnaître, y compris au profit de ceux qui étaient en responsabilité lors de la mandature précédente, puisque toutes les mesures ont été prises pour mettre un terme aux dysfonctionnements qui étaient rencontrés au niveau de la GESA depuis 2016. Bon, alors effectivement, il est indispensable que les cotisations des artistes auteurs soient effectivement appelées et payées, puisque ce que vous avez souligné, et ce que votre interlocuteur de proximité vous disait, c'est qu'il y a eu effectivement des dysfonctionnements liés au non-appel de cotisation, vraisemblablement liés à des éléments d'information et de communication systématique du numéro de sécurité sociale. Bon, donc tout cela a été traité depuis 2016. Il y a eu des possibilités de rachat de droits qui ont été offertes, puisque évidemment ça n'a pas été cotisé, donc les périodes n'ont pas généré de salaire porté au compte. Bon, voilà, tout cela est rentré dans l'ordre. Je serai à votre disposition si vous souhaitez par la suite échanger pour qu'on aille plus dans le détail sur ce sujet-là. Monsieur Juanico. Oui, merci à Monsieur le ministre de pouvoir répondre aux interrogations à la fois lancées par Pierre Daraville et par Sébastien Jumel, puisque là, on parle quand même, quand on parle des auteurs, de 190 000 personnes qui pourraient être effectivement impactées. Alors, c'est des défaillances et des erreurs administratives ou informatiques, effectivement, qui remontent au passé.
et notamment de la gestion de l'organisme de la GSA. Bon, maintenant, c'est l'URSSAF qui a pris le relais. On sait que c'est une période une phase un peu chaotique, on va dire, notamment dans la gestion des dossiers et dans cette transition. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un grand nombre d'auteurs n'ont jamais été prélevés en fait de cotisations à l'assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué. Et donc, est-ce que vous pouvez pleinement nous rassurer, parce que là, on évoque 190 000 auteurs, mais peut-être que moins sont concernés, véritablement sur le fait qu'on pourra leur assurer des cotisations et donc des pensions derrière à hauteur de ce qu'ils ont réellement cotisé. Il faudra sans doute aussi réfléchir pour l'avenir au statut des auteurs dans notre société. Merci, Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. Ce sujet a été évoqué dans le rapport Racine, même s'il n'était pas a priori dans le cœur des contours de la mission. Et le rapporteur indiquait que les représentants des artistes-auteurs entendus avaient exprimé leur inquiétude quant à ce projet et ils souhaitent pouvoir maintenir leur niveau actuel de cotisation sans réduire leur droit à pension, tout en étant conscients que seul un choix politique en leur faveur pourrait le permettre. Il bénéficie d'un abattement de 30%. Le ministère de la Culture devra prendre en charge les réductions de cotisation selon l'étude d'impact. Or, rien n'indique que sera compensée cette charge portant sur le ministère dans son budget d'une année sur l'autre et cela pourrait affaiblir les actions du ministère. Donc l'absence de mécanisme de compensation intégrale et durable au sein du budget du ministère de la Culture nous apparaît assez insatisfaisant. Vous voyez que là, il y a matière à discussion et que là encore, nous souhaitons avoir un certain nombre de garanties, d'autant que la situation actuelle impacte aussi un certain nombre de secteurs comme la formation des artistes-auteurs, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a là un sujet assez complexe, certes, mais sur lequel nous avons besoin d'être pleinement éclairés et pleinement rassurés. Et donc, il faut inscrire des garanties dans la loi. Merci. Je mets donc aux voix ces amendements identiques qui ont eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement suivant n'est pas défendu. Nous arrivons à une série d'amendements identiques avec le 10 022, Monsieur Coquerel. Défendu, je suis désolé. Merci, Monsieur. Le suivant, le 10 034, Madame Rubin. Merci. Et le 10 036, Madame Taurine. Donc cet amendement, il prévoit la réécriture de l'article 16 concernant la partie des professions dont vous avez parlé, monsieur le rapporteur. Puisque nous nous opposons à un système par points, nous souhaitons faire entrer les professions dont il est question pour éviter justement qu'ils ne soient touchés par cette retraite à points. C'est pourquoi nous avons indiqué que ces professions ne pourront faire l'objet d'aucune mesure les adjoignant à un autre régime tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu'une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je me permets juste de rappeler que des taux réduits de cotisation, ça veut dire aussi moins de droits, d'où une transition longue avec une prise en charge d'une partie des charges par l'État et par les employeurs pour les artistes auteurs et maintien d'une assiette au SMIC pour les personnes qui relèvent du culte. Je précise simplement, parce qu'il a souvent été cité le Conseil d'État et son avis sur le projet porté par le gouvernement. Donc je vous lis, le Conseil d'État, dans son avis souvent cité lors de nos débats, a estimé que ces taux réduits n'avaient plus de fondement juridique et qu'ils ne pouvaient être maintenus qu'à titre transitoire. C'est à la page 23, le considérant 50. Donc défavorable. Merci. Je mets aux voix ces... Ah pardon, monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Vous nous parlez d'une transition longue et donc vous nous dites qu'à terme quand même, le ratio entre les cotisations et les droits va être modifié pour ces catégories. Et les artistes-auteurs se sont quand même beaucoup fait entendre dans la dernière période sur la précarité de leur situation et leur difficulté à faire rémunérer leur travail
correctement. Donc moi, je vous demande dans l'intervalle comment vous allez agir pour que cette situation se résolve, parce que on peut pas simplement se contenter de cette politique en biseau. Voilà, enfin, c'est pas possible. Les artistes auteurs ont besoin d'une reconnaissance, y compris salariale. Il ne s'agit pas simplement de vanter les mérites de leur art une fois par an. Alors, j'ai Madame Taurine qui voulait s'exprimer, ensuite Monsieur le ministre. Oui, j'irai dans le sens de Monsieur Dharréville, en fait, puisque là, je le rappelle, donc nous sommes dans un système qui est par ordonnance. Monsieur le rapporteur, vous avez raison par rapport à votre remarque. Simplement, comme nous nous opposons à votre réforme en globalité, elle n'est pas, je ne peux pas l'entendre de façon positive. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais moi aussi revenir sur ce qui a été signalé, sur le fait que 190 000 auteurs seraient menacés sur leur retraite ou verraient leur retraite menacée, ce qui est supposé être à cause d'un manque administratif ou en tout cas d'un point qui n'a pas été relevé pendant plusieurs années. Je pense que l'occasion de ce débat sur la réforme des retraites, peut-être que Monsieur le ministre pourrait nous en dire un peu plus, et notamment, surtout, comment il entend corriger ce point-là qui va fragiliser. Enfin, quand on parle de 190 000 personnes, ça commence à faire vraiment beaucoup. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente. Quelques éléments pour faire référence, comme l'a fait tout à l'heure le rapporteur, à la décision du Conseil d'État qui est assez bien étayé sur la page 23 de leur décision, qui rappelle bien ce qui vient d'être expliqué, à la fois que pour les journalistes et les intermittents, il y a des mesures transitoires, et pour les artistes auteurs, ce sont bien des mesures pérennes. Donc la prise en charge par le ministère de la Culture pour la part patronale, c'était d'ailleurs aussi un peu la question du député Pierre Dharréville, de leur cotisation vieillesse va s'inscrire dans le temps. Et d'ailleurs, ce qui change avec la réforme, c'est qu'il y aura un effet pension très positif pour les artistes auteurs. Et c'est l'objet d'ailleurs de cet article 16 que de le souligner. Je me suis exprimé tout à l'heure sur les dysfonctionnements qui a pu être rencontrés au niveau de la GESA et les dispositifs qui avaient été mis en place, permettant notamment des rachats de points lorsque c'était des rachats de trimestres lorsque c'était possible, et le fait que cette situation ait été traitée depuis 2016. Donc, pour les artistes auteurs, je pense que c'est vraiment une évolution très positive de leur situation en matière de retraite, notamment sur l'effet pension. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Une autre série d'amendements identiques avec le 93-67, Monsieur Coquerel. Oui, j'ai entendu vos réponses, Monsieur le ministre. Je ne suis pas convaincu pour ma part, surtout vu les incertitudes que vous laissez planer, ne serait-ce que par la manière dont les choses vont se décider par la suite, que comme vous venez de le dire, tout ça va être positif pour les artistes et toutes les personnes qui sont concernées par cet article. Donc cet amendement vise évidemment à rectifier le tir. Merci. Le 93-87, Madame Rubin. Non, tout simplement, c'est un amendement par lequel on rappelle qu'il y a beaucoup de milliardaires et de gens très fortunés ici, alors que tout simplement, cette loi, et en tout cas sa philosophie, eh bien, elle est tout à fait injuste pour toute une grande majorité de personnes. Merci. Chut, s'il vous plaît. Le 94-08, Madame Taurine. Oui, je vous remercie. Donc, dans la logique de ce que nous avions dit jusqu'à présent, nous demandons donc la suppression de cet alinéa 1, puisqu'il concerne la demande d'habilitation par ordonnance. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques.
Non, si je fais référence à l'exposé sommaire de votre amendement, on est encore sur la philosophie d'un projet contre un autre projet. On est déjà revenu à des nombreuses reprises, donc défavorable sur cet amendement-là. Merci, Madame Rabault. Oui. Merci, Madame la Présidente, pardon, excusez-moi. Moi, ce qui nous apparaît, mais peut-être qu'on n'a pas bien lu le texte ou qu'on n'a pas bien compris, mais comme c'est renvoyé par ordonnance, on a forcément une crainte, c'est que la réforme, le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui, ne nous semble pas tenir compte du particularisme des auteurs-compositeurs. On sait très bien qu'ils ont des revenus irréguliers, que c'est pas quelque chose de linéaire dans le temps, et que aujourd'hui ils ont un système de retraite qui les rapproche, mais je dis bien rapproche, je n'ai pas dit que c'était équivalent à celui des professions libérales. Bon, pour les professions libérales, on a vu que vous doubliez la cotisation qui passe de 14 à 28 et que vous envisagiez une compensation via la CSG dont on n'a pas trop bien compris, notamment sur l'évolution de l'assiette. Enfin, moi, je préfère voir un calcul, ça permettrait de fixer les choses. Donc là, sur les auteurs-compositeurs, est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que vous avez en tête? J'entends bien que vous souhaitiez passer par ordonnance, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais est-ce que déjà, il y a des pistes qui sont dessinées? Et est-ce que vous pourriez nous dire précisément, le plus précisément possible, lesquelles? Je vous remercie. Merci. Pierre Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. La situation liée à la circulaire interministérielle de 2016, qui permet aux artistes-auteurs concernés de payer leurs cotisations a posteriori, eu égard à son coût pour les intéressés, n'a permis qu'à quelques dizaines d'artistes-auteurs seulement d'opter pour cette régularisation selon les informations du rapport Racine. Donc je pense que la réponse que vous nous avez faite en la matière est insuffisante. Par ailleurs, dans le rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, il était inscrit qu'afin de ne pas introduire de rupture dans les outils de soutien à certaines politiques publiques dont la portée va au-delà de la seule question des retraites, il est légitime de financer par le budget de l'État la prise en charge de points à hauteur du niveau qui aurait été applicable si les assurés étaient redevables des cotisations au taux de droit commun. Moi, je voudrais savoir si vous allez appliquer ça, parce que ce n'est pas ce que j'ai cru entendre dans les réponses qui nous ont été faites. Et par ailleurs, il est inscrit, si je lis bien, un délai maximal de 15 ans quant à la pérennité de la prise en charge des taux de réduction des taux par le budget de l'État. Donc voilà, il me semble que tout ça ne correspond pas du tout aux attentes et aux besoins. Merci. Monsieur le ministre, vous vouliez reprendre la parole. Oui, j'ai essayé d'être ce dimanche matin le plus explicite possible pour répondre à Madame la Présidente Valérie Rabault. Ce qui ne change pas pour les artistes-auteurs, c'est leur modèle de rémunération, vous le savez, il est fondé sur des droits d'auteur. Il y a des structures spécifiques qui existent. Pour eux, c'est la GESA et la Maison des artistes. Ça ne change pas. Les réserves qui sont plus constituées sont et resteront pour eux comme pour les autres, leur propriété, la propriété des régimes complémentaires des artistes-auteurs. Donc cette profession conservera, comme toutes les autres, la maîtrise de ces réserves. Les artistes-auteurs qui sont nés avant 75 resteront dans les anciens régimes selon les règles actuelles. Ce qui est vrai pour eux, c'est vrai pour tous les autres. Pour les artistes-auteurs, on a fait un choix politique qui est très fort et qu'on réaffirme. C'est l'ordonnance dont on évoque le cas là, dans l'article 16. Il a pour objectif de maintenir l'assujettissement à la seule part salariale des cotisations et de prévoir une prise en charge par budget de l'État de la part patronale sous impasse. Donc le soutien aux artistes-auteurs qui a fait l'objet des premiers échanges ce matin est clairement réaffirmé. Et la dynamique que j'évoquais tout à l'heure sur l'effet pension, elle sera très positive parce que la plupart du temps, ce sont des polypensionnés. Et donc, eux, ils ont vraiment intérêt à être dans un système universel par points qui va les amener à avoir un traitement continu de leur cotisation vieillesse sous forme de régime par points. C'est pour ça que je vous ai souligné tout à l'heure que pour la grande majorité des situations, l'effet pension sera très positif. Et alors même si c'est contesté, mais selon les cas types qu'on a pu proposer et mettre à disposition, allant de 5 000 €, notamment à 3 passes. Voilà. Et pour les artistes-auteurs qui sont affiliés uniquement donc, au régime de base, il y aura une hausse limitée des cotisations qui est à prévoir et qui sera lissée sur 15 ans, donc tout en étant très largement compensé par l'effet positif sur les pensions que j'ai évoqué tout à l'heure. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour?
Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement suivant n'est pas défendu. Nous arrivons à une autre série d'amendements identiques avec Madame Rubin, le 94-49. Madame Rubin. Je vous remercie. Donc merci pour les précisions que vous avez apportées. Alors justement, elles soulèvent chez moi quelques interrogations. Donc là, il s'agit de quelque chose de transitoire jusqu'en 1975. Et quoi après alors? Qu'est-ce qui va se passer après, justement, de ce que vous défendez à présent? Et puis j'entends que c'est, et là je ne l'ai pas vu marqué, alors à moins que j'ai mal compris, mais vous allez pouvoir m'éclairer, que c'est cela concerne les personnes après 1975 ou avant 1975, nées avant 75, voilà. Donc quid des autres? Enfin voilà, vous avez introduit ces données et du coup elles soulèvent en moi quelques interrogations. Merci. L'amendement suivant, le 94-51, Madame Taurine. Je vous remercie. Donc toujours la même logique. Hein. Donc ici, nous demandons la suppression des alinéas 2 et 3 concernant cet article. Et nous considérons aussi qu'une mesure de transition qui va s'étaler sur une durée de 15 ans ne peut pas, en l'état, nous permettre d'avoir un positionnement éclairé. Par conséquent, nous demandons la suppression de ces alinéas. Je vous remercie. Merci, Madame. Monsieur le rapporteur. Quelques éléments de réflexion. Alors, vous évoquez la durée de 15 ans qui serait peut-être trop longue pour avoir de la visibilité. C'est ce qui nous semble le meilleur critère pour justement que la transition se fasse dans la douceur et de façon la plus neutre possible. Donc, nous revendiquons de prendre le temps, une fois qu'on a défini l'objectif final, de faire ces transitions. C'est un premier élément. Le deuxième élément, là, vous votez pour la suppression des alinéas 2 et alinéa 3. L'alinéa 3, pour répondre à la question évoquée juste avant, notamment par M. Daréville, c'est celui qui prévoit la prise en charge de points supplémentaires sur le budget de l'État, qui correspond à la part de cotisation employeur au bénéfice des artistes auteurs. Et puis, dernière réflexion, je vous invite, parce qu'on parle beaucoup d'assiettes ou d'assiettes réduites, et on a tous, et notamment dans nos premières années où on a travaillé, on a tous, si on devait faire un arbitrage entre ce qui nous reste sur notre compte à la fin du mois et notre constitution de droit retraite, je suis sûr que pour l'essentiel, on privilégierait le solde à la fin du mois. Et si on réduit les assiettes, on acquiert moins de droits et au final, on arrive en situation, et j'y reviendrai moi plus tard sur un autre sujet, je crois l'article 22, mais on se constitue moins de droits et donc on arrive en retraite avec des retraites extrêmement faibles. Donc, heureusement que des systèmes ont, entre guillemets, obligé les uns et les autres à cotiser à des hauteurs suffisamment importantes pour avoir des retraites décentes. Donc, défavorable sur ces amendements-là. Merci, Madame Taurine. Oui, je vous remercie. Mais en fait, comme l'alinéa 3 améliore à la marge la proposition que vous faites, c'est normal que nous nous opposions puisque nous sommes opposés au texte de fond. Donc il est normal que nous demandions la suppression de cet alinéa. Quant à la durée de 15 ans, pourquoi pas? Ça pourrait être 20 ans, 30 ans, mais il faudrait quand même qu'on sache exactement de quoi il va être question pour ces professions-là. Donc les différents collègues qui sont intervenus précédemment ont demandé des précisions. Donc la problématique, c'est surtout la prise de décision par ordonnance. Je vous remercie. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Une autre série d'amendements identiques. Le 10 039, Monsieur Coquerel. Oui, je voudrais revenir sur la philosophie de cet article. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que on est obligé d'introduire des mécanismes finalement de rectification parce que chaque euro cotisé fera subir à certains assurés, une minoration dans l'acquisition des points compte tenu des niveaux réduits de cotisation qui leur sont applicables. Je cite là la description de l'article 16 dans le projet de loi que vous présentez. Ça me permet quand même de noter une fois de plus que
du fait de l'usine à gaz que vous introduisez avec la réforme de retraite par points, vous êtes du coup obligé sans arrêt, et souvent en plus par ordonnance, eh bien, d'introduire des phénomènes de rectification qui sont peu lisibles, qui seront souvent synonymes d'appauvrissement pour les personnes qui bénéficient de ces retraites. Et ça me permet une fois de plus de dire que c'est véritablement un gâchis, mais heureusement votre réforme ne passera pas, d'en finir avec un système qui marchait depuis plusieurs décennies. Merci. Parfaitement, merci. Merci, Monsieur Coquerel. Le 10 054, Madame Rubin. Non, c'est défendu. Merci. Et le 10 056, Madame Taurine. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous avez parlé des ministres du culte. Donc, cet amendement, il vise à supprimer l'alinéa 3, j'ai oublié de le préciser. Et en fait, nous considérons que le fait qu'il y ait une laïcité apaisée dans notre pays, nous pensons donc que ce sujet est sensible et donc il ne doit pas être traité par ordonnance et que l'État doit se garder de jouer un rôle actif de financeur ou d'organisateur économique des cultes et par conséquent, nous demandons que ce sujet-là ne soit pas traité par ordonnance. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais demander à tout le monde l'avis du rapporteur, s'il vous plaît. Je me suis déjà exprimé sur les éléments abordés par vos interventions, donc défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement suivant, le 2227, Monsieur Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, il s'agit toujours d'animer ce débat sur la question des points. Puisque vous nous avez expliqué là en la matière pour ce qui concerne les artistes-auteurs que ce système allait leur être plus favorable. Ce sur quoi j'ai un doute et je ne suis pas le seul parce que je suis en train de regarder un peu les réactions des organisations syndicales concernées qui craignent que, à défaut de soutien réel de la puissance publique, eh bien, ça ne se traduise pas comme vous le dites. Bon, cela étant dit, cette logique, chaque euro cotisé doit donner les mêmes droits. Dans cette logique-là, que vous dites appliquer et que vous n'appliquez pas et qui n'est sans doute pas souhaitable par ailleurs, évidemment, chacun n'ayant pas la même espérance de vie personnelle, chacun n'ayant pas la même durée de vie personnelle, tout ça est mathématiquement impossible. Hein. Donc la promesse que vous faites n'est pas honorable au sens strict du terme. La deuxième chose, c'est que du coup, cela conduit à mettre en place en fait un système de rente viagère génération par génération. Et donc en disant les choses de cette façon-là, on voit bien qu'il s'agit d'une transformation profonde de la philosophie même de notre système de retraite, où il n'y a plus de droits garantis, mais un système de pari sur l'âge d'espérance de vie. Vous le dites vous-même, hein, puisque vous repoussez l'âge de départ en retraite en fonction de l'avancée théorique de l'espérance de vie de chaque génération. Donc je crois que cette transformation n'est quand même pas anodine et qu'elle mériterait de votre part quelques justifications plus convaincantes. Merci, monsieur le rapporteur. Par rapport à ce qui a été dit, notamment par rapport à l'interpellation de monsieur Coquerel tout à l'heure, justement, si c'est parmi ces professions très particulières, s'il y en a une, par exemple, où on a du mal à voir comment on peut calculer une retraite en trimestre, ça doit bien être celle des artistes-auteurs, parce que je voudrais voir les déroulements de carrière de ces artistes-auteurs qui, je suppose, pour la plupart, commencent progressivement, peut-être après le travail, le week-end, à essayer de créer, et puis après, au fur et à mesure de la montée en notoriété, s'inscrivent peut-être dans une démarche plus professionnelle. L'approche par points, quelque part proportionnelle aux revenus, est beaucoup plus logique, beaucoup plus évidente qu'une approche par trimestre sur ce genre d'activité. On pourrait multiplier les exemples. D'autre part, vous avez parlé de
de systèmes multiples. Oui, ce sont des professions à la fois peu nombreuses, que ce soit les artistes-auteurs, les mannequins, très partiels, sur lesquels il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place d'aide sur ces professions-là. Et elles sont, le ministre l'a rappelé, elles sont non seulement maintenues et confirmées par la prise en charge de la part patronale jusqu'à hauteur de 1 pass pour se constituer un minimum de droit à la retraite. Donc, malgré la spécificité, il y a une prise en compte de ces politiques publiques, de la façon de les poursuivre. Et simplement, le modèle par ordonnance permet de concilier à la fois une forme d'efficacité au vu de la multiplicité de toutes ces professions. Défavorable. Alors, j'ai Monsieur Jumel qui voulait la parole. Madame Rubin, vous pouvez... Oui, Madame la Présidente, merci pour prolonger le propos de mon camarade Pierre Dharréville. Le Conseil d'État relève que l'objectif selon lequel chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous reflète imparfaitement la complexité et la diversité des règles de droit et de cotisation de droit définies par le projet de loi. Et je cite le Conseil d'État. Il note que le système à points pénalise en revanche les carrières complètes pendant lesquelles les assurés connaissent des années d'emploi difficiles associées au versement des cotisations nettement moins élevées que le reste de leur carrière, dont la règle de prise en compte des 25 meilleures années, applicable au régime général et au régime aligné, supprimait les effets pour le calcul de la pension retraite. Donc vous voyez bien que en additionnant la référence au point en même temps que vous supprimez la référence aux 25 meilleures années, malgré la brillante démonstration mathématique que je n'ai toujours pas compris, aboutit à une dégradation des droits définis. Madame Rubin. Je voulais rebondir sur un propos de monsieur le rapporteur. C'est vrai que quand il reconnaît que le système à points est plus adapté, plus approprié à ceux dont les professions apportent des revenus de façon plus aléatoire, certes, ça on l'a bien saisi, mais vous indiquez justement en creux que pour tous ceux qui ont finalement des carrières plus stables et salariés notamment, eh bien eux, ce système ne leur sert à rien. Et c'est encore la majorité des gens. Et c'est la raison pour laquelle je dis que votre système à points est en effet adapté au monde que vous nous préparez, c'est-à-dire un monde de la précarité. Voilà. Et c'est en ce sens que, alors oui, il est certes adapté au monde futur, mais précisément ce monde futur, ce n'est pas celui que l'on souhaite, parce que c'est le monde de la précarité, des carrières hachées. Bref, certes une flexibilité, mais fait plein d'incertitudes. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, j'essaie de déplacer le micro, le rapprocher un peu, parce que j'ai compris que vous n'entendiez pas bien. Alors, par contre, ici, on a un retour de vent très fort. Donc, bon. Juste pour le député Coquerel, moi je pense sur les artistes-auteurs que c'est justement tout le contraire d'une usine à gaz. D'ailleurs, le fait que vous ayez démarré vos propos ce dimanche matin, par tous les dysfonctionnements que vous avez pu relever dans le système actuel montre bien que c'est le système actuel qui a des problèmes. Sinon, vous n'auriez pas commencé par ça. Et donc, ça a fait l'objet d'une demi-heure d'échange et vous avez souhaité attirer mon attention. C'est bien la preuve que le système actuel est une usine à gaz. Nous, ce qu'on veut, c'est parler clairement. On pense, le gouvernement pense qu'il faut avoir une politique culturelle ambitieuse. Et on pense que la prise en charge par l'État des cotisations vieillesse pour la part patronale est un élément qui reflète cette prise en charge, cette politique ambitieuse. Donc, il est beaucoup plus politiquement fort de dire que c'est bien dans le cadre de la politique culturelle qu'il faut prendre en charge cela, que de dire il suffit de le faire porter par les autres assurés et de le diluer dans la masse. Je pense que c'est un élément qui, au contraire, porte une volonté politique. Concernant les cultes, on ne rentre pas du tout dans l'organisation du culte. On tient compte juste de la réalité, Madame la députée Rubin. Ce sont les revenus des ministres du culte qui sont très modestes, avec une assiette forfaitaire au SMIC. Nous, on n'intervient pas du tout dans la façon dont les cultes sont organisés. On prend juste en compte la réalité de leurs revenus par rapport à un système de retraite, point final, et il n'y a rien d'autre en la matière. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre,
Il est rejeté. Nous en arrivons à une série d'amendements identiques avec le 96-70, Monsieur Coquerel. Oui, je ne sais pas très de quelle demi-heure vous faites allusion, monsieur le ministre, mais bon, c'est pas très grave. Sur ce que vous êtes en train de souligner vis-à-vis des artistes, nous, on pense effectivement que le système actuel mériterait certains toilettages, il n'y a pas de souci là-dessus, y compris certaines rectifications. Par exemple, revenir aux 10 meilleures années plutôt que les 25, revenir réellement à la possibilité de partir à une retraite à 60 ans au lieu de 62 ans, comme ça a été rallongé avec 43 années de cotisation, etc. etc. Donc là-dessus, y compris sur le sort des intermittents du spectacle, réfléchir ensemble à quelque chose qui pourrait leur assurer une retraite plus digne, meilleure et qui tiendrait compte de la précarité de leur travail, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la retraite à points, parce que je vous rappelle que votre retraite à points, telle que vous la mettez là, non seulement les points acquis, on ne sait pas vraiment dans quelle valeur ils auront par la suite, puisqu'ils seront bornés par règle d'or, mais surtout les points à la sortie, ça, on ne sait pas quand on pourra les réaliser avec la question de votre recul de l'âge de départ de la retraite glissant en fonction du nombre de gens qui partiront la même année, etc. Merci, Donc Monsieur tout ça est prétendu. Le 96-94, Madame Rubin. Madame Rubin, le 96-94. Vous pouvez laisser parler votre collègue, merci. Alors, donc, j'en profite pour rappeler à monsieur le ministre que précisément jusqu'à présent, je n'ai jamais parlé des ministres du culte, puisque c'est précisément à cet alinéa-là que l'on les évoque. Non, mais je rétablis, voilà. Bon. Donc, effectivement, ce sont ces personnels du numéro... Attendez que je regarde bien. Ah oui, l'assiette aux personnes mentionnées. Alors, les personnes mentionnées à l'article L 382-15 du Code de la sécurité sociale, c'est bien donc les ministres du culte. Donc, je crois que ma collègue précédemment s'est exprimée sur ce que nous pensons à propos des ministres du culte. Vous avez fait une réponse, je n'ai rien de plus à dire. Merci, Madame. Le 96-97, Madame Taurine. Je vous remercie. Donc, effectivement, par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'alinéa 4. Et en plus, là où je m'interroge, c'est que cet article concerne les ordonnances et vous demandez l'habilitation à prendre par voie d'ordonnance la possibilité de maintenir les règles particulières d'assiette applicables aux personnes mentionnées. Donc, en fait, vous nous demandez de vous habiliter à modifier quelque chose dans le but de ne pas le modifier. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi vous demandez de modifier quelque chose pour pouvoir le maintenir derrière. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Et en cette séance dominicale, parler du régime des cultes, ça ne pouvait pas mieux tomber, je crois. Allez-y, monsieur le rapporteur. Je crois que la prise en charge de certains ministres du culte relève d'une histoire, en particulier de celle du Concordat et du rattachement de l'Alsace et la Lorraine. Donc il faut être fidèle avec son histoire. Et puis j'entends aussi que je peux comprendre votre interpellation sur ce sujet-là, mais si on regarde simplement aussi la démographie des personnes, des ministres du culte, on va dire que le sujet est en très forte diminution année après année. Donc défavorable. Alors, Madame Taurine et Monsieur Juanico. Non, je comprends bien ce que vous dites, monsieur le rapporteur. Simplement, là, vous nous demandez de vous habiliter à prendre par voie d'ordonnance dans un délai de 12 mois, de 12 mois des mesures. Mais la mesure que vous nous demandez de faire, c'est pour maintenir les règles particulières. C'est là où je m'interroge de la nécessité de la présence de cet alinéa. Et c'est par conséquent pourquoi nous vous demandons de la suppression. Monsieur Juanico. Oui, merci Madame la Présidente. C'était pour demander une précision au ministre s'agissant de l'avenir de l'IRSEC, c'est-à-dire l'institution de retraite complémentaire
de l'enseignement et de la création, puisque le projet de loi prévoit, après une période de transition, la disparition de l'IRSEC et son intégration dans le futur système universel de retraite. Or, cette disparition d'une institution qui gère plusieurs régimes de retraite complémentaires d'auteurs pourrait priver les auteurs du maintien pour tous d'une structure qui leur soit dédiée et de la gestion des réserves qu'ils ont collectivement constituées. Elle pourrait aussi injustement fragiliser la possibilité pour les auteurs, en particulier pour ceux nés avant 1975, de créer dans l'avenir un étage professionnel permettant de générer de nouveaux droits. Enfin, il est nécessaire que l'IRSEC poursuive son activité au moins jusqu'à ce que les derniers auteurs nés avant 1975 ne liquident leur retraite, puisqu'elle continuera à gérer pour eux les régimes de retraite complémentaires, notamment pour les artistes auteurs professionnels, mais aussi pour les auteurs compositeurs dramatiques, du spectacle vivant et pour les films. Donc pourriez-vous nous donner quelques précisions sur l'avenir de l'IRSEC ? Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. C'est un orateur. Je mets aux voix l'article 16, qui n'a pas été modifié, non. Donc l'article 16, qui est pour ? Qui est contre ? L'article 16 est adopté. Le 10 231, Monsieur Coquerel. Défendu. Merci. Alors, Madame Rubin, le 10 246. Alors, écoutez, permettez-moi de revenir un peu en arrière, parce que en réfléchissant à ces artistes-auteurs et toutes les professions mentionnées dans l'article 16, je me disais que donc ce sont des gens qui pourront avoir leur retraite qui vivent à 64 ans. Or, on sait que ce sont des personnes qui vivent en général longtemps, etc. C'est pas des métiers que l'on arrête à 64 ans pile, on est créatif au-delà. Alors, je voudrais savoir si tous les trimestres, enfin toutes les cotisations au-delà leur permettront d'avoir une surcote. Est-ce qu'ils auront une surcote après 64 ans ? Merci, Madame. Et le 10 250, Madame Taurine. Je vous remercie. Donc, en fait, ce que nous vous proposons, c'est de changer l'intitulé de la section 2 et de modifier votre titre par le titre suivant, « Dispositions pour mettre fin au caractère solidaire de notre système de retraite ». Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Donc, Madame Rubin, pour les questions de surcote et de décote, je vous invite à examiner les titres suivants, parce que on a beaucoup déjà discuté de ces éléments-là. Et donc, concernant les amendements examinés, qui sont, on va dire, un peu provocants, donc évidemment défavorables. Monsieur le ministre, vous vouliez vous exprimer. Oui, d'abord, si j'ai cité Madame la députée Rubin, alors que c'était Madame la députée Taurine qui s'était exprimée sur les cultes, j'en suis désolé, je rectifie bien volontiers. Par contre, répondre du coup à Madame la députée Rubin sur le sujet qu'elle évoque. Bien sûr que les artistes-auteurs seront concernés comme les autres, en fait, par les dispositifs de surcote et comme les autres par les dispositifs de cumul emploi-retraite. Donc, par rapport à la question que vous veniez de poser. Et puis, en même temps que je vous écoutais, ce qui a dû expliquer ma distraction, ma confusion d'intervenants tout à l'heure, je revisitais les échanges que nous avions pu avoir avec les organisations représentatives des artistes-auteurs auxquels le député Pierre Dharréville faisait allusion tout à l'heure en s'intéressant à leurs réactions. Et donc, je regardais les échanges qu'on avait pu avoir avec eux, et notamment les échanges sur quelques parcours types concrets. Et je vous expliquais tout à l'heure que le système universel aurait un effet pension très positif pour les artistes-auteurs, qu'ils ont d'ailleurs bien vu, puisque je reprenais quelques éléments. Donc, sur un élément de... Vous savez que c'est des métiers où on n'a pas forcément un haut niveau de revenus. Donc, on est sur des productions qui sont parfois occasionnelles. Sur 5 000 € annuels, l'effet pension, c'est un doublement de la pension pour eux. Sur 40 000 € annuels, ce qui est un niveau de revenu plus conséquent, on est à 11%.
Et au-delà, si on va même sur 80 000, on est à 17%. Donc on a un vrai effet pension très dynamique, très positif pour les artistes-auteurs, et ils pourront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame la députée Rubin, à la fois faire de la surcote s'ils vont au-delà de leur âge d'équilibre, et également faire du cumul emploi-retraite comme pour tout le monde. Monsieur Letchimy. Oui, merci Madame la Présidente. Cet article 17 est un article extrêmement important, notamment pour le volet des fonctionnaires. Vous avez prévu dans l'article 17 qu'un décret d'application viendra indiquer avec précision le niveau de plafond que vous allez imposer aux fonctionnaires qui touchent la surénumération liée à la vie chère, qui est obtenue dans des conditions de lutte sociale extrêmement importantes. Il y a deux préoccupations. Vous avez prévu pour les artistes des compensations. Pour les fonctionnaires des collectivités, l'État prévoit une contribution sur la sous-cotisation, une participation certainement. À quelle hauteur? Et pour les collectivités locales et les hôpitaux, quelles seraient les conséquences d'une sous-cotisation prise en charge par ces institutions sur la retraite des fonctionnaires? La dernière chose, c'est qu'on sait pertinemment que les fonctionnaires vont perdre en ligne, donc la diminution de leur pension ne sera pas compensée par la surénumération et la cotisation sur la surénumération, et la pension risque d'être doublement atteinte par le bas. Merci, Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. J'étais en train de vérifier, savoir si les chiffres que vous venez d'indiquer, Monsieur le Ministre, sont ceux de l'étude d'impact ou si on peut les trouver ailleurs. Peut-être pourrez-vous me préciser cette dimension pour qu'on puisse les étudier de plus près. Mais la question que je me pose, c'est celle du rendement de leur cotisation. Parce que vous nous parlez au bout du compte de l'évolution des pensions, mais j'imagine que c'est sous condition d'une cotisation plus élevée. Donc j'aimerais, y compris connaître le ratio, le rapport entre les deux, parce qu'encore faut-il qu'ils soient en capacité d'assumer pendant leur vie active l'élévation du niveau de ces cotisations. Le deuxième aspect, il a été souligné par Sabine Rubin, c'est aussi évidemment que le dispositif d'allongement de la durée de cotisation va s'appliquer à eux. Or, moi, je rencontre à la fois des artistes qui vivent de leur art et prolongent leurs activités assez longtemps, mais j'en rencontre aussi qui ont hâte de pouvoir bénéficier d'un droit à la retraite, parce que c'est un travail, c'est un métier. Et donc, je pense qu'il faut aussi que le regard qu'on porte sur ce type de métier soit juste, quoi. Merci. Nous allons donc passer au vote sur ces amendements. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en arrivons donc à l'article 17 avec des amendements de suppression de l'article. Le premier amendement, c'est le 54-42, Monsieur Coquerel. Oui, votre réforme est une machine de guerre contre les salariés, mais plus particulièrement contre les fonctionnaires, dont je rappelle qu'ils font partie des plus faibles revenus dans l'ensemble des pays développés, et que vous allez supprimer le fait que leur pension soit calculée sur les 6 derniers mois de carrière. Donc c'est un recul considérable. Et comme vous faites un recul considérable, vous prévoyez quelques miettes qui leur seraient attribuées pour, peut-être calmer leur colère et faire en sorte de passer en force. Alors notamment, c'est dans cet article 17, avec la prise en compte de conditions locales d'existence qui pourraient être prises en compte dans l'assiette de cotisation, mais seulement, dit-on, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Donc là encore, on ne sait pas à l'avance quel sera exactement leur sort. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils y perdront énormément dans cette retraite. J'allais dire aussi que c'est tout un ensemble de lois que vous êtes en train de mettre en place et qui en réalité est en train de casser la question de la fonction publique d'État en l'assimilant à du privé, avec tous les désagréments et toutes les catastrophes que cela peut entraîner pour eux et aussi pour l'État. Merci. Le 55-26, Madame Rubin. Pardon. Alors le 55-40, Madame Taurine. Je vous remercie. Oui, donc par cet amendement, nous demandons donc la suppression de l'article 17, puisqu'il prévoit que les cotisations d'assurance vieillesse qui sont dues par les fonctionnaires, les magistrats et les militaires et par leurs employeurs seront calculées selon les règles fixées pour les salariés du secteur privé, qui de notre point de vue sont
sont moins avantageuses que celles qui sont actuellement dédiées aux fonctionnaires, et que par conséquent, au lieu d'améliorer la situation de tout le monde, vous tirez les fonctionnaires et autres professions vers le bas. Je vous remercie. Merci. Le prochain, le 21 100, Madame Rabault. Monsieur Letchimy. Oui, c'est un amendement de suppression parce que nous sommes toujours sur la même ligne, c'est-à-dire ce système que vous voulez mettre en place est source d'inégalités accrues pour l'ensemble des assurés et plus particulièrement pour les fonctionnaires. Et d'ailleurs, le mode de calcul qui prévoit que le montant de retraite soit lié à l'ensemble de la carrière plutôt que sur les meilleures années va donner des revenus de référence qui seront mécaniquement plus faibles, de même que la pension. Et j'insiste sur mon souhait d'avoir une réponse de Monsieur le ministre sur ma première question, parce qu'il y a une mobilisation qui a duré 2 mois et demi en Martinique et en Guadeloupe sur la question de la prise en compte de la vie chère dans le calcul des pensions. Donc j'aimerais vraiment avoir une réponse précise. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques de suppression. Je me permettrai tout d'abord de revenir sur les propos de Monsieur Coquerel, parce que vous avez tout à fait, et c'est votre droit le plus profond de partager une opposition, mais je condamne fortement vos méthodes d'expression. On va laisser des miettes, on fait monter la colère. Vous cherchez à monter les Français les uns contre les autres. Si on fait pas le constat d'un certain nombre de difficultés du système actuel, alors on ne fait pas de politique. Il y a un certain nombre de difficultés. Nous proposons un système qui a peut-être des limites, et je vous encourage à faire progresser les angles morts de la réforme et les insuffisances, mais de monter les uns contre les autres, d'agiter des peurs, ne conduit pas à rassénérer notre corps social et ne conduit pas à prendre forcément les bonnes décisions. Ensuite, comme je l'ai fait depuis quelques articles, parce que pour éviter qu'on s'égare sur des considérations qui ne sont pas en lien avec l'article, je souhaite rappeler le contenu même de cet article. L'article 17 applique les règles de cotisation cibles prévues pour les salariés au personnel statutaire des 3 fonctions publiques. Ce choix implique une modification importante des taux applicables, compte tenu des importantes contributions des employeurs publics à l'équilibre des régimes de fonctionnaires, une modification au moins aussi importante de l'assiette de cotisation, qui inclura désormais l'ensemble de la rémunération des fonctionnaires, dont notamment les primes. Et donc, pour répondre à Madame Taurine, est-ce qu'il vaut mieux calculer la pension sur 6 mois, mais sur 78% de la rémunération, ou sur toute la carrière et 100% de la rémunération? On en discutera. Et afin de tenir compte de la situation spécifique de certains fonctionnaires, et là je pense à Monsieur Letchimy et son interpellation, il est également prévu un plafonnement de la prise en compte de l'assiette des primes ayant vocation à assurer l'attractivité ou à compenser la cherté de la vie dans certains territoires, et notamment les territoires ultramarins. Et donc, je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de l'examen de l'article 17. Mais donc, sur ces amendements de suppression, défavorables. Merci. Monsieur Coquerel. Pour répondre à monsieur le rapporteur, je dois dire que quand on a des propos qui, je cite, condamnent les propos d'un collègue, dans le genre mise en tension, c'est pas mal. Vous savez, les Français n'ont pas besoin de nous pour savoir ce qui est dans votre loi. Ils l'ont lu, c'est bien d'ailleurs votre problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'au fur et à mesure, ils sont de plus en plus à s'y opposer. Et pour une majorité qui se paye le luxe de mettre le pays en manifestation depuis 1 an et demi, je trouve que comme mise en tension et comme notamment division des Français entre eux, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. Merci. Monsieur Dharréville. Merci, Madame la Présidente. Bien, nous sommes favorables à l'intégration des primes dans le calcul des retraites, parce que bien souvent, nous avons critiqué le contournement du salaire par bien des moyens, et nous considérons que tout ce qui relève de la rémunération du travail doit déboucher sur des droits à la retraite. Donc, dans la proposition de loi que nous avons déposée, qui n'est pas une proposition
système de retraite par points inégalitaire, nous avons formulé cette proposition. C'est possible dans le système actuel. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les fonctionnaires percevant peu de primes vont, dans cette règle, ne vont rien y gagner, évidemment, puisqu'ils cotiseront seulement sur le traitement de base. Alors c'est le cas des enseignants, mais pas seulement. Et c'est pourquoi vous prévoyez d'ailleurs pour eux un effet de rattrapage, dont on a déjà parlé. Mais donc, ce faisant, vous faites la preuve quand même que votre système ne tourne pas rond. Les primes expliquent également une bonne partie des inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, car les hommes, de façon générale, touchent plus de primes que les femmes. Et la réforme risque donc, au bout du compte, de creuser un certain nombre d'inégalités de pension. J'aurai l'occasion ensuite de critiquer la rédaction de cet article, mais nous nous opposons de toute façon à votre volonté de passer pour mieux faire reconnaître la retraite des agents de la fonction publique par un système par points inégalitaire. Merci. Monsieur Fuchs. Oui, je voulais juste faire un commentaire sur les propos de notre collègue Coquerel, dont on entend depuis 2 ans et demi une entreprise systématique de dénigrement, souvent plus sur des bases idéologiques que sur des bases factuelles. Et lorsqu'on regarde les résultats 2 ans et demi après, sur l'ensemble des textes que vous avez critiqués, création d'entreprise, record jamais inégalé, un quart de plus de micro-entreprises et un tiers de plus d'entreprises industrielles. L'apprentissage, record jamais inégalé, attractivité du territoire, investissement en France, le premier pays d'Europe en termes d'attractivité, notamment attractivité industrielle, le chômage qui baisse très régulièrement et très sensiblement, etc., etc. Des chiffres comme ça, il y en a des dizaines. Donc je voudrais aussi qu'il y ait un commentaire sur ces résultats qui sont extrêmement probants et qui sont à l'encontre de ces dénigrements systématiques. Monsieur Viry. Oui, merci Madame la Présidente. La question de l'intégration des primes des fonctionnaires dans le calcul des droits, elle est essentielle, elle est importante. On sait que c'est quelque chose qui est bloquant et qui, au final, pourrait être injuste pour une partie de celles et ceux qui produisent pour le pays. Monsieur le ministre, je voulais vous interroger sur une hypothèse, peut-être que vous ne l'avez pas suffisamment mis à l'étude, celle de constituer au-dessus d'un système universel tel que vous le voulez et tel qu'on peut l'admettre, un régime complémentaire pour l'ensemble des salariés dans le cadre d'une relation de travail. Ça permettrait d'y mettre tous les salariés du privé, du public, les contractuels, tout le monde. Ça permettrait plus de lisibilité, ce que vous aspirez nous aussi, plus d'équité nous aussi, mais surtout ça permettrait d'intégrer les primes dans les droits constitutifs de retraite. Est-ce que votre gouvernement a étudié cette possibilité? Merci. Madame Rabault. Je voudrais rebondir sur ce que vient d'indiquer notre collègue, parce que les chiffres, on peut toujours les regarder, mais il faut mieux les regarder dans leur ensemble. Il se trouve qu'il y a une semaine, l'INSEE a publié les chiffres de la croissance du 4e trimestre 2019, et pour la première fois, la croissance est négative. Ça veut dire que notre économie détruit de la valeur. Moins 0,1%. Ça, c'était pas arrivé depuis bien longtemps. Alors vous allez me dire, c'est les mouvements sociaux, pas que. Quand vous regardez bien dans le détail, et d'ailleurs, c'est pas eux qui comptent dans ce chiffre-là. Quand vous regardez dans le détail, c'est bien la structure de notre économie. Je vous rappelle, mon cher collègue, que quand vous êtes arrivé aux responsabilités, vous avez hérité d'une croissance à 2,2% en 2017. Depuis, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Vous pouvez appeler ça, oui, vous pouvez dire c'est l'environnement international, c'est ci, c'est ça, etc. Non, mais bien sûr, vous avez toujours de bonnes excuses pour tout. N'empêche qu'une croissance négative au 4e trimestre, ça signifie que notre économie détruit de la valeur. Et ça, vous pouvez dire que c'est faux, ce sont les chiffres officiels. Merci. Alors, nous allons passer au vote de ces amendements de suppression. Ah, pardon, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Un mot pour le député Etchimi qui nous interrogeait sur des points plus spécifiques. À la fois pour lui dire que dans cet article 17, ce que nous évoquons clairement, c'est que le plafond pour les primes
outre-mer et à l'étranger sera fixé de manière à maintenir constant le niveau des pensions des fonctionnaires ultramarins et des fonctionnaires concernés par cela, y compris avec une compensation des bonifications pour dépaysement. Donc il faut qu'on soit très serein sur ce sujet-là. Et il s'agit à la fois de maintenir le niveau de pension, mais de ne pas créer non plus d'effet d'aubaine dans l'autre sens. Enfin, voilà, il faut que ça soit quelque chose qui soit porté et qui soit cohérent et qui maintienne le niveau de pension. Donc c'est exactement et l'esprit et la lettre de ce que nous allons mettre en place dans l'article 17. Juste aussi vous dire, parce que ce sujet a déjà été abordé, mais par, je pense, un de vos collègues ultramarins dans une séance de QAG. Alors c'était peut-être au Sénat, monsieur le député. Et sachez que je travaille en proximité avec ma collègue Annie Gérardin pour ce sujet qui, franchement, est un sujet qu'on suit de façon attentive et sur lequel j'aurais plaisir aussi, si vous le souhaitez, à vous renseigner par ailleurs si c'était, et je le crois, votre volonté. Donc vous pouvez compter sur moi en la matière. Il n'y a pas de souci. Juste aussi revenir, Madame la Présidente, si vous voulez bien, sur un point, parce que j'entends une sorte de petite musique de fond qui voudrait essayer de faire croire qu'il y aurait des pertes pour les fonctionnaires. Et notamment en pointant, on l'a fait déjà à 4 ou 5 reprises, donc c'est une 6e fois que nous le faisons sans doute en ce dimanche matin, en pointant le fait que cette mise en œuvre d'un système universel serait négative pour les fonctionnaires, notamment qui ont des carrières relativement plates et peu de primes. Et c'est exactement l'inverse, puisque ce qui est vrai pour les fonctionnaires, c'est vrai aussi pour les salariés du privé. Donc tous les futurs retraités les plus modestes de notre pays verront une dynamique très positive sur leur pension. Ça a été rappelé également par plusieurs députés ici dans cette salle depuis 6 jours, avec une dynamique très significative de plus de 30%, près de 30%, pardon, 29% pour le quart des futurs retraités les plus modestes. Donc c'est très significatif l'effet redistributif. Et si c'est vrai pour les salariés du privé, comme nous serons dans un système universel, ça sera aussi vrai pour les fonctionnaires. C'est très important. Cela étant, nous avons déjà débattu de nombreuses heures sur le sujet, sur le fait que, notamment pour les fonctionnaires de catégorie A qui ont peu, voire pas de primes comme les enseignants, cela crée un vrai souci. Et c'est bien pour cela que le gouvernement a voulu, et je crois que la majorité a voulu envoyer un signal très fort en recréant un article 1 bis. C'est bien pour ça que le gouvernement a voulu envoyer un message fort de confiance à ces enseignants-chercheurs et ces chercheurs dans le début de ce texte. Donc voilà, il faut qu'on soit très clair et qu'on regarde les éléments objectifs. Et puis je terminerai, Madame la Présidente, sur un point, sur les inégalités constatées au niveau des primes, puisque ça a été évoqué également ce matin dans la fonction publique entre les hommes et les femmes. Alors ce qui est intéressant, pour avoir moi-même dû produire un certain nombre de rapports sur l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise où j'étais et en avoir débattu avec les partenaires sociaux. Vous savez, c'est un bon exercice. Quand vous avez fait ça vous-même en vrai, c'est un peu différent que quand vous êtes uniquement réunis à Paris pour discuter de ce que les autres devraient faire. Eh bien, lorsque vous le faites vraiment, vous vous apercevez que vous allez un peu dans le détail. Vous dites, tiens, effectivement, les femmes dans l'entreprise où je suis, elles sont sur quel type de métier? Et donc là, c'est le même exercice qu'on peut faire pour la fonction publique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a majoritairement des femmes qui sont sur des fonctions de type administrative et on a majoritairement des hommes sur des fonctions techniques. Donc ça renvoie aussi à la dynamique de recrutement, d'intégration, aussi de la fonction publique comme des entreprises privées, et ça renvoie aussi aux questions qu'on peut se poser sur la formation. C'est-à-dire que, effectivement, est-ce qu'on a dans les formations techniques une large ouverture, une large sensibilité qui peut être faite notamment aux jeunes femmes, de manière à qu'elles puissent s'inscrire dans ce type d'emploi demain. Et puis pour terminer sur la fonction publique, vous dire que ça fait partie des préoccupations qui sont portées par Olivier Dussopt, puisqu'il vient de signer au mois de décembre un protocole avec une majorité de syndicats sur cette question. Merci. Je mets donc aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont supprimés. L'amendement suivant, le 5429, Madame Autain. Oui, merci Madame la Présidente. Je prends les débats là ce matin, donc
peut-être serais-je un peu redondante par rapport à ce qui a été énoncé avant, ou n'aurais-je pas entendu des éléments déjà d'explication par rapport aux questions que je veux poser sur cet alinéa et sur cet article. Mais je voudrais interroger le rapporteur et le ministre sur la question du taux unique qui, au fond, va être dégagé progressivement, puisqu'il s'agit d'aligner finalement la part. On a eu le débat, Monsieur Turquois, vous disiez l'État, ce ne sont pas des cotisations sociales, évidemment, mais il y a quand même une part qui revient à l'État et qui est assez importante pour ce qui concerne les retraites des fonctionnaires aujourd'hui, et qui est plus importante en tout cas que ce que paient les entreprises, la part patronale pour ce qui est du régime privé. Donc je voudrais vraiment, pour commencer, avoir quelques explications. Nous proposons de supprimer l'ensemble de l'article et ici l'alinéa 1, parce qu'au fond, c'est bien cette logique que nous contestons en profondeur. Merci madame. Le 54-43, monsieur Coquerel. Oui, je voudrais moi également aussi m'élever contre cette histoire, enfin la manière en tout cas dont vous abordez, j'allais dire la compensation qui va être la baisse des pensions des fonctionnaires et le recul de départ à l'âge à la retraite par le fait de supprimer ce calcul sur les 6 meilleurs mois à travers la prise en compte de primes. D'abord, une chose, alors c'est dit dans votre texte, mais ça vaut le coup de le rappeler, aujourd'hui, il y a des primes qui sont prises en compte, hein, puisque le régime additionnel de la fonction publique, qui va jusqu'à 20% du traitement, donc les primes d'une large partie des fonctionnaires, a une cotisation qui est prévue, moindre certes que celle du nouveau système, mais qui représente quand même à la fin une somme non négligeable en fin de carrière. Donc on n'est pas de rien à quelque chose qui tout d'un coup prendra en compte les primes. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour notre part, nous nous opposons à cette évolution progressive qui a vu la transformation des revenus des fonctionnaires en primes. C'est quelque chose qui ne nous semble pas satisfaisant. Merci. Le 55-27, madame Rubin. Alors merci. Alors en plus de tout ce que viennent d'évoquer mes collègues, moi j'ai effectivement une question plus précise concernant les fameux professeurs et notamment les professeurs des écoles. Et vous avez signalé combien ils étaient les grands perdants de cette affaire. En plus, ce sont souvent des femmes, etc. Mais Monsieur Blanquer a fait des annonces, mais elles sont très inquiétantes ces annonces. Je lis. Il faudrait 10 milliards d'euros donc qui ont été annoncés de 2021 à 2037. Bon, ça a été annoncé dans les médias. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était possible, cela signifie simplement 9,5% d'augmentation de salaire pour les enseignants sur toute la période, alors que l'inflation est estimée à 16%. Donc il serait perdant. Mais oui. Ensuite, M. Blanquer s'est engagé, donc finalement il a revu sa copie, il s'est engagé sur une augmentation du budget de 500 millions uniquement en 2021. Bon, quand on voit les difficultés qu'on a augmenté les budgets, mais enfin, bon. Alors, ça veut dire que finalement, ce qui signifie 76 milliards en 2037. Merci, madame Rubin. Il faut, dans la minute, s'il vous plaît. Bien sûr, vous allez reprendre la parole après, de toute façon. Alors, le 55-41, madame Tori. Oui, je vous remercie. Je souhaiterais aussi revenir sur la problématique des enseignants, puisque comme les députés de la majorité, j'ai été interpellée par un collègue d'EPS qui nous indique que dans un système par points où chaque euro cotisé rapporte des points, la faiblesse des salaires des enseignants ne peut conduire qu'à les pénaliser si l'on prend en compte l'ensemble de la carrière en lieu et place des 6 derniers mois. Du coup, est-ce que vous pourriez, tout à l'heure vous m'avez dit, monsieur le rapporteur, que je faisais, que ce serait mieux de votre calcul que celui donc, que nous faisions. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus, s'il vous plaît? Merci. Merci, madame. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Après avoir écouté les uns les autres, je me dis qu'on progresse dans la compréhension, parce que monsieur Viry, vous nous questionnez sur l'intérêt d'un régime unique, alors certes jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, mais sur un régime unique, donc on progresse. Monsieur Dharréville qui nous dit ce serait bien d'intégrer les primes, donc on progresse. Et monsieur Coquerel, et là c'est presque un choc pour moi de vous entendre, parce que vous parlez du régime additionnel de la fonction publique pour intégrer les primes, qui est un régime par capitalisation et par points. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie, monsieur le ministre, pour arriver à une forme d'unanimité sur le projet. Plus sérieusement, monsieur Dharréville, sur les enseignants, et ça a été cité à l'instant par madame Taurine, sur les enseignants, effectivement, ça a été dit très tôt que
sans réforme, ou l'application de la réforme sans autre intégration d'éléments, conduirait à une baisse de pension pour eux. Et donc, il a été évoqué très tôt, et M. Blanquer est en train de travailler dessus, à la fois de pouvoir concilier le fait qu'ils puissent avoir il n'y ait pas de perte au niveau de leur pension et qu'ils puissent avoir une augmentation de leur rémunération. Donc je pense que c'est doublement positif, enfin doublement positif en tous les cas pour la partie rémunération, on essaye de résorber un écart majeur qui s'est créé entre la rémunération des enseignants français et de leurs collègues européens, ou entre l'écart des enseignants français et des fonctionnaires de même catégorie. Donc on intègre ce changement profond dans des transitions, et qui dit transition dit impact politique publique sur d'autres secteurs. Les enseignants font partie. Sur la trajectoire hommes-femmes sur les primes, c'est la même chose, ça va être intégré dans les politiques publiques, d'où la nécessité de transition longue. Et puis, pour finir, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là, pour Madame Autain, sur l'explication des taux de cotisation. Depuis quelques années, le montant de la somme nécessaire au règlement des pensions des fonctionnaires est affecté dans un compte d'affectation spéciale pour que ça soit bien visible, bien compréhensible. Et ce compte d'affectation spéciale, le montant de ce compte d'affectation spéciale, on parle du CAS pension, ramené au nombre de fonctionnaires actifs, fait qu'il y a un taux optique de cotisation patronale de 74% pour les civils et de 126% pour les militaires. Le ratio actif sur pensionnés dans la fonction publique d'État est de 0,93. Il y a eu un certain nombre d'évolutions, notamment la décentralisation, qui fait que des fonctionnaires sont pensionnés à l'État, mais maintenant ils n'ont plus leur successeur au sein des services de l'État. De la même façon, il y a eu la professionnalisation de nos armées, maintenant il y a 25 ans, et qui fait que le nombre de militaires a pu diminuer. Donc tous ces éléments expliquent ces taux optiques apparents. Ne croyez pas que l'État va demander, du fait de la diminution de son taux, va être gagnant. Il s'est engagé à transférer la somme correspondante dans les budgets de la CNRU. Donc défavorable. Alors, Monsieur Jumel. Monsieur le ministre, selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique qui vient d'être publié, les Échos du 22 janvier en font état, il y a un écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes de 12,6. Selon le rapport, les écarts se creusent à mesure de l'avancement de la carrière et les primes pèsent lourd dans ce mouvement. Pour les cadres A, le manque à gagner est de 20%, et même pour les catégories B et C, les primes expliquent même respectivement 42 à 38% du différentiel de salaire au même âge, sachant que le montant des primes représente en moyenne 22,2% de la rémunération brute des agents. Cette hausse des inégalités de pension sera même paradoxalement accrue dans la phase de transition, nous expliquent les Échos. Le taux va démarrer à 5%, le montant actuel de cotisation au régime additionnel de la fonction publique, cette retraite en capitalisation créée en 2003 sur les primes jusqu'au plafond de 20% de la rémunération, il augmentera progressivement jusqu'à 11,25, vous nous avez expliqué ça, et l'État versera un complément au régime universel jusqu'à la fin de la montée en charge. Ce qui, nous dit les Échos, et moi j'aimerais bien que vous puissiez les contredire, rendra encore plus fort l'inégalité homme-femme dans cette intégration. J'ajoute qu'il m'intéresserait de savoir comment la montée en charge des primes sera compensée pour la fonction publique territoriale. Quelles mesures envisagez-vous pour doter les collectivités locales pour prendre en compte cette montée en charge? Voilà des questions très concrètes, Monsieur le Ministre. J'aimerais avoir des réponses. Peut-être vos collaborateurs peuvent faire fonctionner la règle à calcul. Monsieur Letchimy. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse, mais je voudrais quand même préciser un point. Est-ce que vous dites qu'il y aura une baisse mécanique de la pension des fonctionnaires et notamment des enseignants? Vous en êtes conscient? La question pour moi est très précise. La prime de vie chère qui est de 40%, vous prévoyez dans votre texte que vous avez transmis par lettre co-signée avec Mme Girardin la prise en charge d'une quote-part sur des pensions de 50%.
Cela veut dire que vous risquez d'infliger une double peine aux fonctionnaires d'outre-mer, c'est-à-dire une baisse de leur salaire par leurs cotisations et une absence de prise en compte de la pension de 50%. Alors je veux bien que vous affirmiez que les pensions, le niveau de pension, votre souhait que ça ne bouge pas. Je souhaite vraiment que lors de la prise de ce décret, que l'ensemble des corps syndicaux martiniquais et guadeloupéens soient associés de telle sorte qu'on ne puisse pas constater à la fin une perte des pensions et en même temps une diminution des salaires. Une compensation globale par l'État serait bienvenue. Merci, Madame Rubin. Outre le fait qu'il y ait, que ce soit anticonstitutionnel, puisqu'il faudrait que vous puissiez nous parler de la revalorisation des enseignants avant que nous puissions traiter de cette loi, là c'est quand même encore un point d'interrogation. Toutes les solutions proposées pour les enseignants sont insatisfaisantes pour l'instant. Je ne vois pas pourquoi monsieur le rapporteur parle de quelque chose qui serait doublement positif, puisque quoi qu'il en soit, ils perdent en salaire. Voilà. Et je dirais que même s'ils ne le perdaient pas en salaire, de toute façon, M. Blanquer en profite pour faire passer une loi qui vise à faire évoluer le métier pour, selon le jargon, une école du 21e siècle, comme si ça fait pas déjà 20 ans qu'on était au 21e siècle. Donc voilà. Donc vous voyez, le flou est total, beaucoup d'incertitudes. C'est ce qui explique que les professeurs et les enseignants-chercheurs sont très mobilisés dans la rue. Oui, alors un petit conseil, c'est juste pour la quiétude de chacun en ce dimanche matin. Ne parlez pas trop près des micros parce que c'est assez insupportable pour tout le monde. Merci. Alors je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Ça viendra, ça viendra. Il y en a encore plein d'amendements, Monsieur Jumel. Alors, l'amendement suivant, le 54-30, Madame Autain. Oui, les éclairages de M. Turquois ne m'ont pas convaincu, donc je précise la question. Le taux unique, c'est l'idée qu'au fond, on va aligner la part de l'État sur les normes du privé qui cotisent à hauteur de 28%. Avec la 28%, on a 60% pour la part patronale et 40% pour la part des salariés en termes de cotisation. En fait, c'est la même chose, hein. Part salariale, par patronale, c'est quand même une vue de l'esprit parce qu'au total, c'est ce qu'on prend de la richesse produite. Mais admettons, là, aujourd'hui, l'État contribue, cotise à hauteur de 74%. Donc, quand vous passez de 74% à la norme du privé, qui est 28%, le gap est absolument considérable. Et on estime que c'est un trou, c'est pas moi, ce sont des économistes qui ont travaillé sur la question, et moi je suis tout à fait prête à ce qu'on discute des estimations qui sont faites, mais le manque à gagner est de l'ordre de 43 milliards. C'est 2 points de produit intérieur brut. Donc Merci. la question qu'on vous pose n'est pas marginale, Merci, c'est Madame comment Autain. vous compensez. Le 54-44, Monsieur Coquerel. Oui, j'ai à peu près la même question que Clémentine Autain sur cette histoire de compensation qui renvoie déjà au débat qu'on a eu hier sur la question de la prise en compte de 3 paliers au lieu de 8 sur les salaires au-dessus de 10 000 euros et qui là est appliqué à la question des fonctionnaires. Ça me permet de dire que ça fait partie de ces trous dans votre loi que nous ne connaissons pas au moment où nous légiférons, c'est-à-dire qui touche la question du coût en réalité pour la nation que coûtera la réforme universelle, dite universelle, que vous défendez. Merci. Merci. Le 55-28, Madame Rubin. Non, défendu. Si. Le 55-42, Madame Taurine. Oui, je vous remercie. Donc, par rapport à ce que vous nous avez répondu tout à l'heure concernant les enseignants, je souhaiterais donc poursuivre ce qui nous a été envoyé par ce collègue qui nous indiquait que le calcul des 6 derniers mois visait à corriger une construction de carrière dans laquelle les débuts et milieux de carrière sont mal rémunérés et que pour les enseignants, pour qu'ils ne soient pas perdants, il faudrait revaloriser leur salaire de 30% tout au long de leur carrière. Je ne sais pas si c'est ce qui est envisagé par le gouvernement. En revanche, ce qu'il note, c'est que les mesures envisagées ne ciblent que de la création indemnitaire qui est inégalitaire, puisqu'elle concerne
la prise supplémentaire de fonctions qui sont donc indemnisées, et que le plus souvent, entre les hommes et les femmes, ce sont les hommes qui acceptent ces missions supplémentaires. Merci, madame. Monsieur le rapporteur. Sur l'interpellation de notre collègue Jumel, égalité homme-femme renforcée par l'intégration des primes. Effectivement, à très court terme, puisque dans les constats observés, les hommes ont plus de primes. Effectivement, si on ne bouge pas le corps et la répartition, comme ils rentrent, on va intégrer les primes. Mécaniquement, visuellement, ça fait augmenter cet aspect-là. Donc c'est bien d'une trajectoire. Oui, mais on parle des primes qui vont être intégrées à partir de 2027. Donc c'est bien sur une trajectoire de rééquilibrage et de politique de rééquilibrage homme-femme sur l'ensemble de la rémunération et donc sur l'ensemble des primes au sein de la fonction publique qu'il est important de faire. Vous évoquez la même chose sur la fonction publique territoriale, donc d'abord qui est de la responsabilité des différentes collectivités. À l'image du problème soulevé par Madame Autain, ils vont avoir un taux optique aussi